Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Vous m'avez posé plein de questions, on va avoir une belle matière à voir ensemble. Alors, parlons. Cette fois, il y a eu beaucoup de questions personnelles. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qui je suis, d'où je viens, quel est mon parcours, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je compte faire, quelles sont mes ambitions, quels sont mes projets. On va voir un peu tout ça, mais il faudra aussi qu'on aborde une question de société, voire de civilisation. Mais avant toute chose, il faut qu'on commence par le plus important, à savoir les questions sur les moyens d'améliorer votre compétence rhétorique. On commence avec une question de Charles qui me demande à quel point faut-il être expert dans le domaine dont on aimerait parler en public pour pouvoir créer du contenu détaillé dessus. Faut-il envisager de d'abord étudier globalement le sujet plusieurs semaines, puis ensuite se lancer, ou étudier le sujet pièce par pièce et s'arrêter entre chaque morceau pour créer du contenu? Que conseilles-tu ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu construis ton expertise à mesure que tu partages des choses avec les autres. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On ne comprend vraiment que ce qu'on est capable de transmettre aux autres, que ce qu'on est capable d'enseigner. Donc ça veut dire que ce que je te conseille de faire, c'est de créer du contenu régulièrement, de parler régulièrement de ton sujet, instaurer un va-et-vient entre des moments où tu vas approfondir ta connaissance du sujet et des moments où tu vas transmettre ce que tu as compris, et c'est comme ça que tu vas vraiment intégrer les choses. Mais donc, il va pas y avoir un moment où tu vas te dire « ça y est, là maintenant je suis un expert, je peux partager ce que je sais sur mon domaine ». L'expertise, c'est un processus, c'est une compétence qui se construit par l'apprentissage et la transmission. On poursuit avec une question de Thomas qui me demande quelle méthode recommanderais-tu aux personnes qui veulent ou doivent prendre la parole mais qui ne sont pas à l'aise avec un public, aux personnes qui n'ont reçu aucune formation ni de communication ni de rhétorique, aux personnes qui ont peur. Tu sais, moi j'ai toujours eu la trouille avant de donner des cours ou avant de donner des formations. Et c'est encore vrai aujourd'hui quand je dois donner des conférences. Et même quand je prépare des vidéos sur cette chaîne, j'ai toujours un moment de vertige où je me dis mais de l'autre côté il y a des milliers de personnes, est-ce que je vais pas me ridiculiser? Est-ce que je vais pas dire des choses que je devrais pas dire? Est-ce que je vais pas tout rater? Et en fait ce qui aide à surmonter cette peur, c'est de se dire qu'on n'est pas censé être le clou du spectacle. On est là pour aider les gens. Et donc l'idée c'est de se dire cette prise de parole, c'est pas à propos de moi. Moi, je suis juste un passeur, je suis juste là pour transmettre des choses que je considère utiles pour le public, mais le héros de ma prise de parole, c'est pas moi, c'est le public. Et quand on arrive comme ça à se focaliser, non pas sur notre personne, sur quelle image je vais donner, est-ce que je vais être à la hauteur, mais qu'on retourne la perspective et qu'on se demande comment est-ce que je vais faire pour partager les choses qui vont être les plus utiles possibles à ceux qui vont m'écouter, ça permet de dédramatiser les choses. Et si tu te focalises là-dessus dans ta préparation, après tu peux pas te planter. Ensuite, j'ai une question de Sharp qui me demande, à part Victor Hugo, est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou des livres particuliers pour élaborer et travailler notre style? Alors, c'est vrai que je vous conseille de vous tourner pour développer votre style vers ceux qui ont voué leur vie à l'écriture, à savoir les grands romanciers. Mais l'idée, c'est pas de partir à la recherche de l'auteur ultime, de la personne qui aurait atteint le style absolu. Donc, c'est très bien Victor Hugo. Mais l'idée, c'est plutôt de vous nourrir de styles très différents. D'aller puiser dans des auteurs, dans des époques, dans des genres différents. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre style. Parce que développer son style, c'est développer un sens de l'immense diversité qu'ont eu les humains à travers l'histoire, de formuler leurs idées. Et quand on compare le réalisme avec le baroque, quand on compare le classicisme avec le romantisme, c'est très différent. On peut s'exprimer en vers, on peut s'exprimer avec des phrases beaucoup plus longues, avec des phrases beaucoup plus courtes, on peut essayer de s'exprimer dans un style objectif, qui essaie de reproduire le monde comme une photo, on peut essayer de s'exprimer dans un style subjectif, autobiographique, on va essayer de démêler nos émotions, de les partager avec le public. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire quand on prend notre plume. Et il y a des gens qui en ont fait leur métier, et ces gens ont des choses à nous apprendre. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner pour enrichir votre style, c'est de ne pas laisser passer une semaine sans plonger votre nez dans un grand ouvrage. On poursuit avec une question de Moskibi Baradin qui me demande comment s'engager politiquement pour nos idées quand celles-ci nous pousseraient à nous brouiller avec, à perdre nos amis. Alors, la première chose, c'est qu'il faut éviter de se brouiller avec ses amis. Et t'es pas obligé de le faire, parce que quel que soit le sujet que tu défends, quelle que soit la cause que tu portes, tu peux aussi bien la défendre d'une manière qui divise, d'une manière qui oppose,
ou d'une manière qui rassemble. Je te donne un exemple bête, mais ce sera parlant. Donc imagine que je sois farouchement opposé à la chasse. Je peux choisir deux voies pour défendre cette conviction. Je peux me focaliser sur ma haine des chasseurs, mais je peux aussi me focaliser sur mon amour de la nature et des animaux. Et donc la coloration du discours que tu vas réaliser et les émotions que tu vas produire, c'est très différent. D'un côté, tu vas produire du rejet, de la colère et de la haine, et de l'autre côté, tu vas rassembler autour de sentiments beaucoup plus positifs. Donc focalise-toi sur les bonnes, sur les belles raisons que tu as de penser ce que tu penses, sur le changement positif que tu veux apporter au monde, et en faisant ça, tu pourrais être très engagé tout en restant très fréquentable. Ensuite, on a une question de Xerg, c'est pas facile à lire. Pourquoi est-ce que vous écrivez pas avec votre vrai nom? Pourquoi vous avez des pseudos? C'est parce que vous dites des gros mots? C'est parce que vous allez sur des sites coquins? Comment s'assurer de remettre nos idées au centre d'un discours et éviter de se perdre dans des envolées lyriques agréables à l'oreille, mais dénuées d'engagement? Alors, il faut faire gaffe avec les expressions journalistiques. Parce que quand tu dis comme ça envolée lyrique, on a l'impression que c'est un phénomène qui est fréquent, que tout le monde est capable de faire des envolées lyriques et que ce serait quelque chose de mal. Mais je te souhaite d'être capable de faire des envolées lyriques. Parce que ta capacité à changer de dimension, ta capacité à t'enflammer, ta capacité à embarquer ton public, c'est ce qui fait la différence entre un discours nul, entre un discours pénible, et un discours qui va avoir vraiment un impact sur le monde. Parce que si tu veux que ton public passe à l'action, il faut que tu sois capable de le galvaniser, et ça passe par des envolées lyriques. On enchaîne avec une question de Funky Style qui me demande « Pourquoi serais-je moi digne de parler à tous? Pourquoi ma pensée serait-elle plus pertinente qu'une autre? N'a-t-on pas tous cette impression que nous sommes spéciaux ? Et que nous avons un destin? Et si c'était le cas, et si tout le monde s'emparait des outils de la rhétorique, ceci ne finirait-il pas en un immense brouhaha? D'ailleurs, n'est-ce pas déjà le cas? Alors, je pense que c'est important de distinguer deux choses. De distinguer d'une part l'intellectualisme et d'autre part la réflexion. La réflexion, c'est quand tu mobilises ton esprit pour agir de façon plus efficace. Donc une question de réflexion, c'est par exemple comment faire un discours plus persuasif. L'intellectualisme, au contraire, c'est quand tu mobilises ton esprit pour t'éloigner de l'action. Et donc c'est des questions du genre qu'est-ce que l'efficacité? Et si tu veux, l'intellectualisme, c'est pas mal. On a le droit de se poser des questions, mais quand même, très souvent, c'est de la procrastination. Ensuite, Joé Nirlo me demande « Est-il nécessaire de citer les sources des personnes à qui l'on emprunte un raisonnement ou une idée quand on défend une argumentation? Et si oui, comment ne pas être taxé de brandir des arguments d'autorité ?» L'argument d'autorité, c'est quand tu te contentes de dire « c'est vrai », parce que telle personne l'a dit et telle personne est calée dans le domaine. Et ça, oui, c'est un mauvais argument. Même si la personne est crédible dans son domaine. Donc ce que je te conseille de faire plutôt que de citer les raisonnements des autres, c'est d'aller voir directement les données, les sources, les faits sur lesquels ils basent leur raisonnement. Et alors de deux choses l'une, soit il y a effectivement des faits, des sources, des études que tu comprends, et dans ce cas-là, t'as pas besoin de citer les raisonnements des autres, fais tes propres raisonnements à partir de ces données. Et si au contraire, tu te rends compte que c'est de la matière qui est trop technique pour toi, ne cherche pas à convaincre les autres de choses que tu ne comprends pas vraiment. Et quand je te dis ça comme ça, je sais que ça a l'air un peu scolaire, mais à terme, c'est une bonne habitude de s'efforcer de ne pas parler des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Ça va considérablement augmenter ta crédibilité et la valeur de ta parole. On termine cette première partie par une question de Ben, qui me demande comment éviter de tomber dans un discours sectaire. C'est un point important. Et pour vous répondre, j'aimerais vous proposer de bien distinguer le travail du gourou et le travail du bon orateur. Ce que fait un gourou quand il prend la parole, c'est qu'il va accabler son public. Il va les persuader qu'ils vivent dans un enfer sur terre. Le monde est pourri, tout est foutu, il n'y a aucun espoir. Et une fois que le public est persuadé que la situation est vraiment dramatique, eh bien le gourou va pouvoir mieux apparaître comme l'ultime espoir, comme l'ultime recours. Il va faire croire à son public que s'ils suivent rigoureusement ses enseignements sans se poser de questions, là peut-être ils auront une chance de s'en sortir. Le bon orateur, au contraire, il est lucide sur l'état du monde. Et parce qu'il est lucide, parce qu'il est conscient qu'il est entouré de problèmes sérieux, eh bien, il sait qu'il a besoin justement d'être entouré de gens au top, de gens motivés, de gens volontaires. Et donc, alors que le gourou va abaisser son public, le bon orateur va essayer constamment d'élever son public.
Il va s'efforcer de donner à son public les ressources morales et mentales pour devenir acteur de la résolution de ces problèmes importants, de la résolution de ces problèmes qui lui tiennent à cœur. Donc vous devez être habité par le souhait d'être entouré de gens de plus en plus forts, de plus en plus libres, de plus en plus entreprenants. Passons maintenant au second chapitre. On va passer maintenant à des questions plus personnelles, des questions qui concernent plus mes projets et ce que j'ai envie de faire avec vous sur cette chaîne. Et on commence par Julien Schell qui me demande, parmi toutes tes connaissances en rhétorique, qu'est-ce qui t'a été le plus utile pour construire une audience sur YouTube ? Alors, je pense que le plus utile, c'est la capacité à écrire avec un plan. Donc à penser stratégiquement les différentes parties de nos discours. Parce que l'objectif d'une plateforme comme YouTube, c'est qu'une fois que les gens sont sur la plateforme, ils passent le plus longtemps possible, ils y restent le plus longtemps possible. Et donc, si vous êtes capable de faire des vidéos avec un plan qui amène progressivement les gens du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances que vos vidéos soient recommandées. Le travail, donc, qu'on appelle la disposition en rhétorique, comment est-ce qu'on fait une introduction qui capte l'attention, comment est-ce qu'on est capable, à la fin de chaque partie de notre discours, de relancer la curiosité pour que les gens aient envie de poursuivre, et puis comment est-ce qu'on fait une conclusion qui donne envie aux gens d'enchaîner sur une autre vidéo. Donc ça, je vous recommande vraiment de travailler sur cette dimension-là de la rhétorique quand vous vous lancez sur YouTube. Faites des vidéos que les gens auront envie de regarder jusqu'au bout. Ensuite, j'ai Gourou Lagima qui me demande « J'ai cru comprendre que tu préparais un livre. Quand est-ce qu'il sera publié ?» Alors, j'ai envoyé mon livre à mon éditeur hier matin. Et là, il est en train de le lire et j'imagine qu'on va avoir des allers-retours, des choses qu'il veut améliorer, etc. Et c'est bien, ça va être intéressant d'avoir son retour dessus. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait sortir à la rentrée. Mais donc on va voir, parce que c'est pas une année qui est exactement habituelle. Mais donc c'est ça l'objectif qu'on s'était fixé, c'est que l'ouvrage puisse paraître en septembre, en octobre, enfin en tout cas à la rentrée. Mais je vous tiendrai au courant parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je vous encourage à faire évidemment, parce que prendre le temps de se plonger dans un projet d'écriture, ça fait beaucoup de bien. Ça permet d'affiner nos idées et ça permet de renouveler notre pensée. Ensuite, j'ai une question d'Arnaud qui me demande « Tu ne donnes que très rarement ton point de vue, pourquoi ?» Mais en fait, je donne tout le temps mon point de vue. Mais je donne mon point de vue sur mes sujets d'expertise, je donne mon point de vue sur les techniques que je trouve efficaces, sur les techniques que je conseille, sur les techniques que je déconseille. Et c'est dans ce domaine que mon point de vue est utile et intéressant pour vous. Ensuite, il y a eu plein de questions sur mon parcours, ce que j'ai fait avant le bac, après le bac, ce que j'ai fait professionnellement, ce que j'ai fait comme études, etc. Et donc, pour tout ça, allez voir sur mon profil LinkedIn. Il est à jour et ça pourra satisfaire votre curiosité. Ce qui va m'intéresser plutôt, c'est de répondre aux questions qu'il y a eu sur ce que j'ai envie de faire maintenant, sur l'avenir que je veux donner à cette chaîne, sur ce que sont mes projets à plus long terme. En fait, je suis très content de la tournure que ça prend. Mon ambition, c'est de maintenir le rythme, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, et puis vous êtes de plus en plus engagés. Je sens qu'il y en a qui passent à la pratique, il y en a qui commencent à faire des vidéos, il y en a qui commencent à écrire, il y en a qui lancent des projets, et c'est ça que j'ai envie de continuer à accompagner. Donc mon objectif numéro 1, c'est ça, c'est de vous aider à franchir des caps en rhétorique. Après, il y a un projet qui m'intéresserait. J'aimais beaucoup l'émission qui s'appelle Ça peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne. Donc Guillaume Gallienne, c'est un acteur de la Comédie Française qui avait une émission où il lisait des grands textes. Donc surtout des grands textes de littérature, mais des fois il lisait aussi des grands textes de philosophie. Et malheureusement, il arrête son émission parce qu'il a fini par se lasser, parce qu'il a envie de faire d'autres choses. Et je trouve que ça laisse un vide. Et donc j'aimerais créer une chaîne secondaire où je partagerai avec vous des lectures de grands textes. Et je pense que ça nous sera très utile, ça va nous permettre d'enrichir notre culture, donc nos discours. Bon, assez parlé de moi, on va attaquer un sujet plus grave, mais d'abord, faisons place aux réponses courtes. Pourquoi tu portes toujours la même veste ? Parce que, mon petit bonhomme, pour garder le rythme d'une vidéo par semaine pendant des mois, il faut éviter de perdre du temps avec des questions accessoires du genre « comment je m'habille ?» Doit-on être convaincu pour persuader les autres ? Oui, Quintilien disait qu'il faut être touché pour pouvoir toucher, il a raison. Quelle est la place de l'humour du second degré selon toi dans la rhétorique ? L'humour, c'est la porte à côté, la rhétorique c'est quelque chose de sérieux. Coucou, que dirais-tu à quelqu'un qui se méfie de la rhétorique ? Je lui dirais d'être moins fragile. Selon vous, quelle est la plus grosse erreur à faire dans la discipline rhétorique ? De s'occuper trop des discours des autres et pas assez du nôtre. Pourquoi les professeurs de rhétorique ne sont-ils pas eux-mêmes les meilleurs orateurs ? J'ai comme l'impression que tu veux qu'on se la donne. Est-ce que l'éthique et le politiquement correct sont deux choses bien différentes ? Oui,
L'éthique, c'est quelque chose d'individuel. C'est la capacité d'un individu à faire des choix en accord avec ses principes. Le politiquement correct, c'est la capacité d'une société à encourager des comportements progressistes en stigmatisant ceux qui s'en écartent. L'engagement politique n'est-il pas mauvais pour la vie sociale ? Je pense pas. Si tu deviens expert de ton sujet, si tu es passionnant quand tu parles des problèmes et que tu es crédible quand tu présentes des solutions, je pense que ça peut être au contraire très inspirant pour les autres. Comment feriez-vous pour affronter dans un débat Éric Zemmour qui emploie perpétuellement l'art du mépris ? Je pense que je peux être bien plus méprisant qu'Éric Zemmour, mais plus sérieusement, j'ai mieux à faire que de débattre avec un polémiste, et vous aussi. Quel est le livre que l'on doit absolument lire ? Il faut lire tous les livres. Quelle est la cause qui t'est le plus chère ? L'éducation. Où ai-je mis mes clés ? Demande à Fabien. Quel est le pourcentage de tes visionneurs ayant moins de 18 ans et peux-tu nous dire ce que tu en penses ? Oui, j'ai regardé, donc il y a à peine plus d'1% de mes visionneurs qui ont moins de 18 ans, et je pense que ça vient du fait que je cherche pas à être tendance. Donc je sais que sur YouTube, il y a beaucoup de trentenaires et de gens qui ont même presque la quarantaine, qui essaient de se déguiser en ado pour avoir l'air cool, mais je pense que c'est une erreur, parce que dans une société qui marche bien, c'est les adultes qui sont des modèles pour les adolescents, et pas le contraire. Quels humains t'inspirent ? Ceux qui restent debout. Il y a eu plusieurs questions en rapport avec l'actualité sur les moyens de rassembler un peuple désuni, sur les moyens de parvenir à une société plus apaisée, plus fraternelle. Et je voudrais donc vous dire un mot des deux institutions qui avaient cette fonction dans l'Antiquité. La première, c'est ce qu'on appelle la rhétorique épidictique. Donc de temps en temps, le peuple se rassemblait pour entendre l'éloge d'un membre valeureux de la communauté. Ça produisait dans le public un sentiment de gratitude, un sentiment de fierté d'appartenir à une communauté qui est capable de faire émerger de tels personnages, et ça produisait également une volonté d'émulation, une volonté d'être à la hauteur de cette personne qui s'était illustrée par son héroïsme. À côté de ça, il y avait le théâtre, et plus précisément la tragédie. Et donc la fonction de la tragédie dans l'Antiquité, c'était de produire un sentiment de fraternité. Alors comment ça marche ? L'idée, c'est que quand vous regardez une tragédie, ce que vous voyez, c'est l'histoire d'un homme qui est comme les autres, d'un homme qui est ni plus mauvais, ni meilleur que les autres, d'un homme commun. Mais un homme sur lequel le sort s'acharne, et il fait tout ce qu'il peut, il se débat, il déploie plein de ressources, il déploie de l'héroïsme, il déploie du courage, il déploie de la volonté, mais quand le destin a décidé de s'acharner contre vous, vous ne pouvez rien faire. Et l'idée, c'est que quand on voit ça, on se rappelle de notre fragilité. Et c'est pour ça que ça produit de la fraternité. L'objectif, c'était donc que le public se dise qu'il y a certaines forces naturelles, certaines forces surnaturelles, certains accidents de la vie qu'on ne peut pas surmonter tout seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est pour ça que la tragédie produisait ce sentiment de fraternité. Nous avons besoin des autres pour affronter la cruauté du destin. Et ça pourrait être une bonne idée de remettre ces institutions au cœur de la cité. Parce qu'aujourd'hui, nos sociétés sont devenues des fabriques à victimes, alors qu'on devrait essayer de fabriquer des héros. L'espace public est saturé de victimes. C'est une compétition à qui pourra mettre le plus de souffrance sur la table. Et ça nuit à la fraternité, parce que chacun est tenté de se recroqueviller pour compter les blessures de son plus petit cercle d'appartenance, et ça ne favorise pas l'émergence de héros, pourtant nécessaires au dynamisme d'une société, parce qu'il est socialement plus valorisant de se présenter comme une victime. Il me semble donc utile et nécessaire d'inverser la tendance. Et on a tous un rôle à jouer. Il suffit, dans vos discours, de vous efforcer d'en appeler à ce qu'il y a de plus noble chez ceux qui vous écoutent. Et je continuerai à vous y aider. Mais dans l'immédiat, je vais prendre le temps de lire et d'écrire. Et ensuite, je reviendrai vers vous dans les prochaines semaines avec du contenu été. J'ai envie qu'on prenne du recul, j'ai envie qu'on se nourrisse de belles choses. Je vous laisse avec une de mes vidéos préférées, même si elle n'a pas bien marché. Merci pour vos questions, merci d'être là. Ce n'est que le début de l'aventure. Prenez bien soin de vous et à bientôt.